toutes et à tous. Un grand merci d'être ici pour ces rencontres économiques d'Aix. Je me présente très rapidement. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction du magazine L'Usine Nouvelle et on est très heureux de vous proposer cette table ronde ce matin sur le défi de la raréfaction de la matière, alors que notre monde se trouve confronté au défi de la frugalité, sans tomber dans la décroissance. Les ressources sont plus que jamais des enjeux économiques et également bien évidemment géopolitiques. Ces raréfactions actuelles et à venir questionnent bien évidemment notre mode de consommation et donc a fortiori nos modes de production. Pour parler de tout cela ce matin, on est avec Ludovic Subran d'Alliance, avec Tisa Mafira du Climate Policy Initiative, avec Pierre Pauillac de Suez, avec François-Clément Grandcourt de BIC et Tahavi Madiberg de Skeleton Technology. Alors, comme le veut la tradition, on s'exprime dans notre langue, donc nous en avons deux qui vont parler en anglais et je poserai les questions en français. Autre tradition auquel on tient beaucoup pour ces rencontres économiques, il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas une très jolie introduction faite par notre coordinateur. En l'occurrence, nous on est avec Isabelle Méjean du Cercle des économistes. Isabelle, c'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci beaucoup aux intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde sur un sujet qui nous parle tous, qui est la raréfaction des ressources. On en a tous entendu parler. La transition vers des modes de consommation plus économes en ressources nécessite par définition de se poser très tôt la question de la gestion des ressources. On a un certain nombre de grandes économies, l'Europe, mais aussi les États-Unis, la Chine, qui sont volontairement et très fortement engagés dans des politiques de réduction de la dépendance aux ressources fossiles. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que réduire notre dépendance aux ressources fossiles ne réduit pas nécessairement complètement notre dépendance aux ressources naturelles. Donc, pour donner un ordre d'idée, l'Agence internationale de l'énergie estime que pour arriver à un système net zéro, on va avoir globalement une baisse des dépendances en matière de l'ordre de 2/3, donc un impact très important sur notre dépendance à la matière, mais parallèlement une reconfiguration complète de la demande, avec évidemment une baisse de la demande de ressources fossiles, mais parfois jusqu'à un doublement des besoins en certaines ressources minérales, en métaux. On pense tous aux ressources nécessaires à produire nos batteries, nos éoliennes, les panneaux solaires, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a devant nous, et en particulier dans les 20 prochaines années où les investissements vont être très importants, des pressions à venir très importantes sur certains marchés, le graphite, le nickel, le lithium, etc. Des marchés qui sont déjà sous forte tension parce qu'aujourd'hui, c'est des marchés qui très souvent sont très concentrés avec très peu d'acteurs du côté de l'offre, des pays qui dominent complètement la production de ces matières premières. L'accélération du changement climatique nous amène évidemment à réfléchir à des stratégies rapides de réduction de nos dépendances aux énergies fossiles, mais ça ne doit pas nous amener à oublier d'autres ressources naturelles qui sont aujourd'hui surexploitées dans nos modèles de croissance. On va parler aujourd'hui de l'eau, on peut penser aux ressources forestières, à la biodiversité, etc. Un certain nombre de ressources qui font déjà l'objet de conflits d'usage, que ce soit entre les secteurs ou entre les pays. Donc dans cette table ronde, ce qu'on voulait, c'était discuter un peu de tous ces enjeux, pas uniquement du constat, qui est évidemment un peu déprimant, mais aussi essayer de réfléchir très concrètement à des solutions, à la manière dont on peut penser un modèle de croissance qui soit plus économe en matière. Et ça passe évidemment par des choix technologiques, on va en parler, mais aussi donc à des choix d'orientation des politiques industrielles. Ça passe par l'intégration des contraintes d'économie circulaire très tôt dans les processus productifs, comment on produit avec moins de matière et avec des matières qui sont recyclées, et puis comment on s'occupe de la gestion des déchets. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup Isabelle, ce qui place bien évidemment parfaitement le débat. Ludovic Subran, je vais débuter avec vous. On va continuer peut-être dans la logique de ce que vient déjà très bien d'expliciter Isabelle, mais quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit l'économie, c'est la gestion aujourd'hui des ressources rares. Qu'est-ce qui a fortement changé en la matière ? En fait, bonjour à tous déjà. L'économie, c'est un peu ça le but. C'est un peu gérer des ressources rares. À part que nous, économistes, on aime bien le faire par les prix. Ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a les politiques qui aiment bien le faire sans les prix.
Donc en fait, depuis Covid et puis la crise énergétique, moi je parle souvent d'économie de guerre, mais on pourrait résumer ça par une forme de résolution des problèmes économiques sans le marché. Et pour moi, ça c'est vraiment la nouvelle donne, puisque c'est ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on sent qu'il y a un appel de ressources. En revanche, on n'est pas prêt à passer par des mécanismes dits de marché, par exemple le prix du carbone, ou Isabelle parlait des nouvelles ressources de la transition énergétique, ce fameux green rush. Mais en fait, on se dit, ah là là, il faut qu'on fasse des stocks stratégiques, il faut qu'on fasse des alliances stratégiques, il faut qu'on fasse des politiques industrielles, des barrières douanières. Donc on a un peu comme jeté l'économie avec l'eau du bain, en se disant tout ça c'est très géopolitique, il y a une nouvelle forme de raréfaction des ressources et on a oublié des tonnes de gens qui ont écrit là-dessus. On en parlait avec Emmanuel quand on a préparé. Je vous invite tous à relire János Kornai, un économiste hongrois qui est décédé il n'y a pas longtemps et qui nous expliquait quand même que l'économie planifiée c'était quand même l'économie des pénuries toujours et tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de planifier, ça marche pas. Alors, je sais que c'est un réflexe français. Le réflexe français, c'est le réflexe qu'on appelle jankovicien, c'est-à-dire pour résoudre le problème du verdissement, il faut de la sobriété. En gros, vous n'avez pas droit à plus de 4 billets d'avion par vie. Il faut centraliser, il faut nucléariser. Moi, je crois qu'il y a une solution qui est peut-être un peu moins jacobine, un peu moins aussi dans les mains du pouvoir politique. Je sais qu'on dit souvent qu'on a tout essayé. Moi, je pense que ce qu'il faut éviter de faire et de dire aujourd'hui, c'est de faire de la gestion de la rareté un sujet seulement politique quand il y a encore des mécanismes économiques. Rapidement, deux autres choses qui ont changé depuis 2020, c'est on a l'information on pourrait avoir l'information sur la rareté en temps réel et pourtant on ne l'exploite pas. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de containers, on sait qu'il y a des problèmes de besoins en certaines ressources qui sont plus profondes, qui sont moins accessibles, qui sont dans des pays qui ne sont pas forcément amis, etc. Et ce que je trouve très bizarre, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le dividende des données de cet approvisionnement, qui pour les économistes et pour les marchés serait hyper utile. Aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question de la raréfaction d'une tonne de pétrole ou d'un kilo de riz. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le marché qui vous donne un peu en temps réel ce qui se passe entre l'offre et la demande. Attention, encore une fois, à ne pas sous-investir dans les mécanismes qui permettent d'avoir en temps réel un avis sur la rareté relative de certaines de ces matières premières. Et la troisième chose que je voudrais dire, qui a aussi changé, encore une fois, c'est pas nouveau la gestion de la rareté, c'est les nouvelles raretés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis Covid, on parle tous de problèmes de pénurie de travailleurs. On parle tous de problèmes de pénurie de trucs dont on ne savait même pas que ça existait. Alors, je sais qu'il y a eu le moment où la pénurie de papier toilette était très importante, mais j'ai l'impression qu'on n'est jamais ressorti de cette espèce de schéma de pensée où on a peur de manquer. Et donc, moi, je mets en garde contre ça parce qu'il y a un aspect psychologique très fort, un aspect défiance très fort. Et donc, souvent, et ça, il y a plein d'articles académiques qui le démontrent, il y a ce qu'on appelle la micro-spéculation qui, généralement, amplifie les mécanismes de rareté. Moi, j'étais aux Nations Unies en 2007 quand il y a eu l'augmentation des prix du riz de 400%. Je peux vous dire qu'on savait que les 2/3 de l'augmentation des prix des matières premières agricoles en 2007, c'était soit de la spéculation financière, soit de la micro-spéculation. J'ai peur que demain, il n'y ait pas de riz dans les États, chez magasins. Et donc, du coup, je vais aller en acheter 1 kilo de plus, 1 kilo de plus, 1 kilo de plus. Et donc, ça va être ça le gros enjeu du lithium, du graphite, du graphène, etc. C'est qu'il va falloir trouver de la donnée, ne pas jouer aux peurs et éviter de politiser avant qu'on ait exploité tous les mécanismes qui nous permettent de découvrir les prix, l'offre et la demande ensemble. Tiza Mafira, je poursuis avec vous. Vous êtes indonésienne. Déjà, un grand merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes arrivée, je crois, hier. Vous êtes très investie sur les questions de climat et notamment sur les déchets plastiques. Je disais, vous êtes à la tête du Climate Policy Initiative. Peut-être déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, quelques mots sur le Climate Policy Initiative. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'être présente ici. Je suis honorée. Donc, oui, je suis à la tête d'un groupe de réflexion qui s'appelle Climate Policy Initiative. Donc, le bureau se trouve en Indonésie, à Jakarta. C'est là où je suis basée. C'est un groupe de réflexion qui est focalisé sur le financement du climat. Et ça fait 10 ans que je fais de la recherche, que je donne des recommandations pour des politiques
politique au gouvernement, mais je suis investie personnellement dans autre chose. Et c'est le militantisme. Parfois, je deviens impatiente. Donc, voilà, j'ai fait ma croisière de plastique à utilisation unique. Il y a beaucoup de déchets plastiques dans mon pays et on a poussé pour une interdiction de cette utilisation unique de plastique. Je viens d'un contexte juridique et donc la crise climatique et le problème de plastique font partie de la même question. Donc, il y a des gens qui parlent de climat, il y a des gens qui parlent d'émissions, il y a des gens qui parlent de déchets. Mais le plastique vient du pétrole, le plastique vient de ressources fossiles. On peut faire du plastique avec du gaz, avec du charbon. Et on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de rareté de gaz ou de pétrole. On pensait que on allait être à court de ces ressources. Mais en fait, non. Il y a une rareté dans l'offre parce qu'il y a quelques personnes qui contrôlent l'offre, mais la ressource elle-même n'est pas rare. Donc, nous voyons aujourd'hui une production dans la production du pétrole et du gaz. Et 50, voire plus de 50% de cette production va dans le raffinage de pétrochimie et de plastique. Donc, à mon avis, il est absolument essentiel de parler de la réduction de plastique, tout comme on parle de comment réduire la production de charbon, de gaz et de charbon. Vous avez une approche très intéressante du côté du Climate Policy Initiative avec une analyse rigoureuse basée sur les données qui vise, comme vous dites, à maximiser l'impact de chaque dollar investi dans la lutte contre le changement climatique. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous donner des exemples très concrets d'initiatives portées par CPI? Sure. Oui, bien sûr. Donc, la CPI suit le flux d'argent. On a un produit phare. C'est le paysage de finances climatiques. On suit tout cela. D'où est-ce que cela vient? Où est-ce que cela va? Dans quel secteur? Dans quelles activités? Et à travers quels instruments financiers? On le fait mondialement, régionalement, localement et autour de certains thèmes et de secteurs. Donc, par exemple, le suivi mondial de finances, c'est quelque chose qui est utilisé par des groupes pour éclairer des discussions. Notre cartographie financière est utilisée par le ministère de Finances en Indonésie, par exemple. Alors, c'est pour voir s'il y a une efficacité dans le financement d'actions pour le climat. Donc, au sein de l'initiative, on voit deux choses, deux perspectives. Tout d'abord, nous voulons voir que le financement public soit dépensé de manière à ce qu'on fasse appel à des financements privés. On veut que les deux fonctionnent ensemble pour résoudre les projets les plus risqués. Les projets autour d'actions climatiques, vus comme étant des projets un peu plus chers et généraux. En fait, c'est un signe de la maturité de marché lorsqu'un secteur économique se porte bien sans soutien public. Donc, il y a des pays qui ont une meilleure performance vis-à-vis du rapport entre le financement public et privé, mais il y a d'autres pays qui ne fonctionnent pas très bien dans ce domaine. Pour l'Indonésie, l'action climatique provient du secteur public à 70% et pas du secteur privé. Même tout ce qui est renouvelable. Les renouvelables sont financés par le budget d'État et c'est un indicateur pour les renouvelables. Ce n'est pas un marché mûr pour l'instant. Donc, il faut focaliser le financement public pour dérisquer les renouvelables pour attirer les financiers privés et pour réduire le soutien public. Alors, il y a un autre repère de l'efficacité. Donc, c'est la compétitivité d'activités bas carbone par rapport à activités
au carbone. On veut que plus de financement va aux activités bas carbone plutôt que les activités au carbone. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous l'avons vu pour l'instant. Donc, nous faisons ce suivi annuel et on a dépassé $1 billion. Mais selon le FMI, la même année, où on a dépassé $1 billion, les subventions d'énergie fossile ont dépassé $7 billions. Le même tableau en Indonésie, donc 3% du budget d'État va dans les actions climatiques et 9% vont dans les subventions d'énergie fossile. Donc nous ne dépensons pas de manière efficace sur les actions climatiques. Nous dépensons inefficacement si on dépense plus sur le concurrent direct à l'action climatique. Donc nous voyons, il s'agit de chiffres importants et il faut les rappeler. C'est important pour les décideurs politiques pour qu'ils prennent de meilleures décisions. On aurait fait cette table ronde il y a une dizaine d'années ici. Je ne suis pas sûr qu'on vous aurait mis sur la table de la raréfaction des matières. On pensait que l'eau était illimitée et peut-être que même ça ne coûterait pas très cher pendant très longtemps. Le monde a complètement changé en la matière et c'est peut-être l'une des ressources qui a le plus concentré ces dernières années d'intérêt. Quel est votre avis là-dessus ? Effectivement, il y a 10 ans, vous ne m'auriez pas invité parce que je n'étais pas à ce poste non plus. Mais si je crois que tout le monde a compris depuis longtemps que l'énergie est le sujet de la lutte contre le changement climatique, il est beaucoup plus récent qu'on ait compris que l'eau est le sujet, le grand défi de l'adaptation au changement climatique. Il y a 5 ans, même pas il y a 10 ans, on ne parlait pas encore d'adaptation au changement climatique. La prise de conscience a été progressive et pas au même moment dans chaque pays. En France, c'est après la sécheresse de 2022. En Australie, ça a commencé il y a 20 ans avec l'accentuation des phénomènes El Niño, El Niña. Il y a encore des pays qui n'en ont pas pris conscience. En France, puisqu'il y a beaucoup de Français, les pluies ont diminué de 15% depuis 20 ans, sauf cette année, je le concède. Et la prise de conscience, donc, elle est vraiment très récente, mais je pense qu'elle est concrète. Et on le voit depuis 2 ans chez les élus locaux, parce que l'enjeu de l'eau, c'est un enjeu local. Et les solutions seront locales. On a un portefeuille, je peux revenir sur les différentes solutions, mais ces solutions, on ne pourra pas les appliquer partout. Donc la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Peut-être la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles ont beau exister, on ne va pas échapper à des phénomènes de migration entre pays, mais aussi de migration au sein d'un même pays, y compris en France. Ma conviction, c'est qu'il y a des régions de France qui vont s'appauvrir en industrie, où la population va diminuer, et des régions de France qui vont accueillir ces nouveaux investissements, ces industries et cette population. Pourquoi ? Parce que on pourra faire ce qu'on veut, ce n'est pas nous qui allons décider quand, comment et où il va pleuvoir. Donc notre action à tous, elle va être d'abord évidemment de préserver la ressource en l'économisant. Donc la première action qui, elle, est applicable partout, c'est fermer le robinet ou ne l'ouvrez pas. Ensuite, on parle beaucoup de recyclage, on parle de dessalement, on parle de recharge de nappe, mais ça va vraiment dépendre des géographies. Quand vous n'avez pas de nappe, vous ne pouvez pas la recharger. Quand vous n'avez pas de mer, vous ne pouvez pas dessaler l'eau. Quand vous êtes en amont, par exemple, si vous êtes à Grenoble, vous pouvez toujours recycler l'eau usée, mais cette eau usée, vous ne la versez plus dans la rivière, vous impactez la biodiversité, vous impactez éventuellement la ville qui est en aval et qui doit pomper. Donc oui, l'eau, c'est l'enjeu, le seul, pas la chaleur, pas l'énergie, pas les matières premières. Quand je parle d'adaptation au changement climatique, c'est l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté en ce moment, on va en reparler pour les matières. C'est un enjeu de souveraineté parce qu'on ne réindustrialisera pas un pays qui est menacé par le manque d'eau. Donc on parle de réindustrialiser la France, beaucoup, depuis quelques années. Les investisseurs privés, puisque ça consiste en ça, attirer des investisseurs privés, français ou étrangers, n'investiront pas si dorénavant on ne leur garantit pas la ressource en eau.
en quantité d'abord, en qualité évidemment, mais c'est plus facile à gérer. Et on voit un certain nombre d'élus locaux, puisque c'est vraiment un enjeu très local. Il n'y a pas un pays, sauf les tout petits pays, qui peuvent gérer l'eau au niveau national. On voit des élus locaux qui en prennent conscience et qui, pour améliorer l'attractivité de leur territoire, communiquent maintenant sur le sujet de la ressource. Donc en France, je ne sais pas si on est en retard, mais on est parmi les derniers à en prendre conscience parce qu'on ne le subissait pas. Mais moi qui voyage finalement beaucoup, je me rends compte que maintenant, ça y est, le monde a compris. L'eau est une ressource rare. Elle restera pas chère. Ça, il n'y a aucun doute. L'eau ne peut pas être chère parce qu'elle est vitale. Le cobalt n'est pas vital. Le nickel, le lithium ne sont pas vitaux. Le blé est vital et l'eau est vitale. Et notre enjeu, c'est de nous assurer que tous ensemble, on va pouvoir continuer à les fournir à la population, à l'agriculture et aux industriels à un tarif raisonnable. François-Clément Grandcourt, vous êtes le patron de la division briquet de BIC. Bien évidemment, vous êtes toujours et encore leader mondial de cette spécialité. Avec vous aussi, c'est important de faire un point sur la raréfaction des ressources. Alors là aussi, quand on a préparé cette table ronde, j'ai découvert qu'il y avait 19 pièces dans un briquet BIC. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est 35, m'avez-vous dit, pour un briquet chinois. Ce qui fait que là aussi, vous travaillez pour essayer de limiter le nombre de matières dont vous avez besoin. Mais si on parle de raréfaction, quels sont pour vous les problèmes et les risques de votre point de vue à vous? Alors pour compléter ce qui était dit, le feu également est vital. Pendant le Covid, un bon nombre de pays ont interdit à ce que nous stoppions la production ou la vente de briquets. Pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, ça sert à faire la cuisine. Même dans les pays développés, 50% des ménages ont des gazinières. Et c'est très souvent un marqueur social. Quand on parle de l'hémisphère sud, c'est encore plus. Donc en effet, le fait d'être capable de continuer à apporter le feu, puisque c'est ça ce à quoi un briquet sert, pose la question des ressources. Et aujourd'hui, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que oui, nous avons des briquets qui ont 19 pièces et nos concurrents en ont 35. Pour des raisons diverses et variées, mais ça a un intérêt énorme, c'est qu'en fait, la réduction de ressources par flamme est absolument phénoménale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché du briquet, puisque les briquets asiatiques sont prégnants au niveau mondial, peut considérablement améliorer son empreinte en termes de matière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de raréfaction des matières, très souvent on se dit, bon, la tonne, est-ce que je vais réussir à l'extraire de la mine? Et si elle est extraite, elle va bien arriver dans mon usine. En fait, la réalité est bien plus compliquée que ça. Et notamment, quand on parle de la matière qui est extraite, on a la problématique de savoir quelle est la qualité de cette matière. La qualité de la matière extraite, et est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose encore? Ça a un impact qui est énorme pour les entreprises. Quand on n'a plus dans son usine des ateliers de dessin, d'ajustage ou d'outillage, on n'est plus capable d'adapter ces outils à des matières qui seraient un petit peu différentes de ce que l'on a l'habitude de faire. Et tous ces ateliers-là ont été délocalisés dans les années 80-90. Continuons sur la qualité encore. Il y a dans des matières, notamment matières recyclées, mais pas que, ce qu'on appelle un barbarisme, le NIAS, Non-Intentionally Added Substances. Donc en fait, des matières qui sont dedans, que l'on ne connaît absolument pas et qui peuvent avoir deux impacts importants. Le premier, pour ceux qui produisent, quand on va chauffer la matière, ces matériaux, ces substances vont se dégager. Mais également pour le consommateur, quand il va utiliser le produit au long cours, il va être exposé à ces substances-là. Et puis quand on rajoute encore d'autres dimensions, telles que la géopolitique, est-ce que le pays A va vouloir livrer le pays B ? C'est une question. Et puis ensuite, le transport, ça semblait évident il y a quelques années. Mais rappelons-nous, en 4 ans, le canal de Suez était bloqué 3 fois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des précédents qui soient passés de ce type-là. Donc en bref, quand on parle de disponibilité de la ressource ou de raréfaction de la ressource, c'est vrai que c'est dans les mines, mais c'est également sur le parcours avant d'arriver dans les usines. Et c'est là où, en effet, les 19 pièces, ou en tout cas la réduction de la matière par flamme, en l'occurrence sur les briquets, est absolument fondamentale pour pouvoir continuer à apporter cette flamme qui est tellement importante, tellement essentielle pour les populations.
Tahavi Madiberk, je passe à vous. Vous êtes le fondateur de Skeleton Technology. Alors, je ne doute pas que beaucoup ici connaissent, mais malgré tout, je pense que ce ne serait pas vous faire offense que de présenter un petit peu Skeleton. Vous avez été l'un des gros projets annoncés lors du dernier Choose France. Vous avez un projet d'usine en France, mais dites-nous ce que vous faites, notamment votre technologie autour des batteries pour superpuissance. Bonjour. Alors, Skeleton, c'est le leader en termes de batteries à charge rapide, haute puissance. Donc, charge rapide. Donc, ça veut dire que les condensateurs en temps réel ont des temps de charge super rapides. Voici une question pour le public. Quel est le temps nécessaire pour la charge rapide d'un supercondensateur? Alors, il y a quelqu'un qui dit 3 heures, 15 minutes. Oui, c'est plus proche. Mais en fait, la réalité, c'est qu'un supercondensateur peut être rechargé en 3 secondes. Et ça, c'est la réalité. 3 secondes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'énergie stockée dans une batterie électrique, donc il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de nickel, il n'y a pas de manganèse. Mais ce n'est pas une balle en argent. On peut charger très rapidement, mais ce n'est pas pour des véhicules longue distance. Donc, on cible les secteurs pour la décarbonation, donc les camions et des équipements industriels. Nous travaillons avec Siemens sur les réseaux électriques et nous disons que Skeleton ne va pas tuer l'activité. Nous faisons partie d'un autre secteur. Nous sommes la dernière ligne de la défense. Un autre grand sujet pour nous, c'est les data centers et l'intelligence artificielle et ont besoin de beaucoup d'énergie. Et encore une fois, on rentre en jeu dans ce secteur. Tout d'abord, c'est important, si on regarde nos équipements, eh bien, nous avons ramené des solutions haute puissance. Et si on parle de Skeleton, donc on a démarré en Estonie. J'avais 21 ans lorsque j'ai fondé l'entreprise. Notre première usine faisait la même taille que cette scène. Mais nous avons fait des investissements de 300 millions en Allemagne. Il y a des usines en Saxonie, proche de Leipzig, et nous prévoyons de faire un investissement de 6 millions d'euros à Toulouse pour faire une mise à échelle de nos batteries. Mais on ne se concentre pas sur le marché de batteries lithium sexy. Ce marché est exposé à beaucoup de compétition. Et si on veut réussir, il faut des économies différentes de celles des États-Unis et de la Chine. On ne veut pas travailler dans les giga-usines, mais il faut des technologies surtout qui nous différencient. Depuis le début, vous ne faites que des productions à partir de cobalt et de nickel. Pourquoi ce choix? Parce que on a très rapidement compris que depuis 2009, quand j'ai fondé la société, on a vu qu'en Estonie, on a peu d'argent. Et moi, j'ai vu que Panasonic et des acteurs émergents en Chine se sont positionnés. Nous n'avons pas le choix de faire la différence côté produit. Et vous savez, nous avons joué un rôle, Brandt a joué un rôle très important dans la création de Skeleton parce que c'était un de nos premiers clients et qui nous a montré ce qu'était qu'une capacité à grande puissance et que ça faisait du sens. À la fin, c'est très intéressant quand je parle aux clients, il y a quelques années encore de cela, et on parlait de la durabilité de la chaîne de valeur européenne. Pour être honnête, tout le monde m'a dit, avec les années, il faut parler de cela. Il faut reparler de cette question. Et les choses changent parce qu'on voit maintenant qu'avec les matières premières pour les batteries, tout ce qui est de la durabilité de prix à long terme est important, mais il faut vraiment voir que nous allons avoir les supercondensateurs vont jouer un rôle important. Il y a une chose que je voudrais également dire, c'est que si vous regardez la politique
industriels des États-Unis ou de la Chine, les deux pays vont chercher la croissance avec des investissements élevés. Et je pense même que l'élection américaine présidentielle va changer les choses parce que dans leur politique industrielle. Mais en Europe, nous avons moins d'argent. Donc on regarde le montant total ce qu'on voit que Biden est arrivé avec son bazooka pour réduire l'inflation aux États-Unis. C'est énorme, c'est des chiffres que nous on n'atteint pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se concentre sur les technologies qui vont faire la différence et notre stratégie industrielle ne peut pas être un copier-coller de la stratégie industrielle américaine ou chinoise. Ça, c'est la force de Skeleton. Nous travaillons avec Siemens, Volvo, Skoda et nous savons toujours que nous allons rester niche et que nous allons essayer de réduire les émissions de CO2 qui ne peuvent pas être réduites autrement. Ça pose aussi quand même la question de la souveraineté. Là aussi, j'ai bien aimé votre formule quand on a préparé ces tables rondes. Vous m'avez dit, plus que jamais, avec ce défi de la raréfaction de la matière, il va falloir apprendre à choisir ses amis. Ouais, et je pense que le fait que Tavi soit là nous montre qu'il faut bien voter dimanche, vous voyez, parce qu'il faut bien choisir ses amis au sein de l'Europe. On a quand même une entreprise en Estonie qui nous apporte une technologie incroyable, économe et grandement nécessaire pour... Tavi a parlé modestement de ce qui se passe en Allemagne, mais enfin, ils sont en train d'essayer de faire 9000 km de tuyaux pour l'hydrogène. Bon courage. Donc on a besoin de la technologie et donc il a posé trois questions, donc trois choses, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit Pierre, sur l'eau restera peu chère mais rare. Ça, j'ai trouvé que c'était une belle aporie économique, mais on y reviendra. Sur la compétitivité, attractivité, choisir ses amis. Oui, on a un sujet de dépendance, résilience stratégique. Isabelle a écrit une super note pour le Conseil d'analyse économique où elle regarde quels sont les intrants les plus essentiels et les plus compliqués à trouver pour la France. Elle pose des questions de le rôle de la commande publique, le rôle de la politique industrielle, etc. Je vous encourage à lire cette note parce que c'est fascinant. Parce qu'en fait, on a besoin de se diversifier. On a peut-être besoin sur certains intrants de stocker un peu stratégiquement. On a certainement besoin de renforcer le financement. Ce que disait Tavi sur la politique industrielle, on sent que l'Europe a du mal à trouver ses verticales de politique industrielle. Mais je le disais en introduction, attention à ne pas vouloir tout faire avec l'argent public, parce que malheureusement ça zombifie beaucoup de choses, du Minitel au Concorde. Mais je pense qu'en revanche, ce qui est sûr, c'est que la question des alliances stratégiques, on a une nouvelle commission européenne qui se met en place. Si vous parlez à Ursula von der Leyen, son obsession, c'est de trouver un point d'équilibre entre le souverainisme français et le mercantilisme allemand. Et elle dit, en gros, ça veut dire diversifions. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus malin dans les alliances stratégiques, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient financières, les partenariats publics-privés, etc. Et donc moi, je crois qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et dernier point sur bien choisir ses amis dans la raréfaction des ressources. Moi, je crois beaucoup à l'Europe. Je crois que c'est le bon niveau d'échelle pour gérer une dépendance qui est une vulnérabilité, mais entre amis, ce qui nous permet d'éviter ce triangle d'incompatibilité entre rupture d'approvisionnement, prix très cher et une forme d'accès pour nos concitoyens, quoi. Quelque chose qui soit redistributivement pas trop brinque-ballant, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est-à-dire que le défi de la raréfaction des ressources, il ne se fait pas aux frontières de la France. C'est trop petit pour l'ensemble de ces ressources stratégiques et qu'on aura toujours des injonctions d'attractivité, de compétitivité, de dépendance, de résilience et qu'au final, il faut qu'on trouve un échelon qui nous permet sur l'énergie, sur les matières premières vertes, sur l'eau, qui soit un continent puissance. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle la voix de la France doit être entendue. Et c'est pour ça, choisir nos amis, ça commence par choisir l'Europe, toujours par choisir l'Europe. Et ensuite, en effet, il y a peut-être certaines entreprises, certains secteurs qui vont avoir des choix cornéliens. Les États-Unis, la Chine, des dictatures, des démocraties. Et ça va être un vrai enjeu de ces 10 prochaines années. Mais je trouve qu'au niveau européen, on peut éviter d'être la variable d'ajustement de la mondialisation. Et sur la raréfaction des ressources, je crois qu'on peut éviter d'avoir un truc qui soit créateur de pénurie ou de prix complètement iniques qui font que plein de nos concitoyens ne puissent pas se payer ou plein de nos entreprises ne puissent pas se marger à cause de ressources qui deviennent beaucoup trop chères ou peu disponibles. Voilà.
Tisa Mafirassi, on reste sur cette question de bien choisir ses amis. C'est pour ça que le Climate Policy Initiative collabore avec toutes les parties prenantes pour concevoir des solutions pratiques, innovantes, pour réduire les émissions et justement pour promouvoir un développement le plus durable possible. Oui, ces pays collaborent avec les gouvernements, avec le secteur financier, ainsi qu'avec d'autres organisations de la société civile. Et c'est très important de collaborer, c'est très important de bien choisir ses amis. Moi, je souhaite que les élections françaises se passent le mieux possible. Et je crois que le reste du monde a fait ses choix. L'Indonésie a déjà aussi élu un président. Donc pour nous, nous n'avons plus le loisir de choisir. Maintenant, nous devons faire face à la réalité de la personne qui a été choisie, élue. En Indonésie, et le monde subit le même choix, qui est celui d'élire de nouveaux leaders. En Indonésie, la personne que nous avons élue est quelqu'un qui continue les traces du précédent gouvernement. C'est très important car cela renseigne des orientations stratégiques de l'Indonésie et politiques de l'Indonésie, car nous nous concentrons sur les mines et le fait de pouvoir gérer des minéraux importants. Nous avons également pris des mesures pour s'assurer que nous allions accélérer la recherche de cobalt et pour les industries en aval, pour créer des piles pour les véhicules électriques, etc. Maintenant, le problème que je vois, et ce n'est pas juste l'Indonésie, je pense que les pays qui sont en train maintenant de faire face à des ambitions d'extraire des minéraux et de les traiter, ne voient pas cela nécessairement comme des ressources qui sont rares de l'extérieur. On voit ça plutôt, on imagine les usines et les industries qui par exemple, qui doivent construire les usines à charbon pour alimenter ces autres industries. On n'a pas de plan de sortie, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel quand les ressources deviendront vraiment rares ou si elles doivent devenir rares. Donc ça va être un problème parce que si vous voulez prendre des leçons de ce qui se passe avec l'industrie du plastique ou de la technologie, le fait d'avoir une économie circulaire commence avec préparer la recyclabilité. Vous ne faites cela que si vous êtes convaincu et conscient du fait que c'est une ressource qui va se raréfier naturellement. Ou alors, ce qui va nous empêcher de surexploiter nos mines, notre industrie minière. Donc l'industrie circulaire, c'est de ça qu'il s'agit. Si on parle du recyclage de batteries, bien sûr, on le fait tous. On a des plans pour créer des usines de recyclage de batteries. Mais il ne s'agit pas que de recyclage. Car nous avons des usines de recyclage de plastique et ça veut dire que tout le plastique est recyclé? Non. Si vous voulez apprendre les leçons de ce qui nous arrive avec le plastique, il faut créer une chaîne d'approvisionnement où on a une logistique, où on ramasse les déchets, on les amène à l'usine, etc. Il faut faire tout le calcul économique pour voir que ça coûte et pour être concurrentiel. Et que le prix de produits recyclés soit compétitif par rapport à des prix de produits neufs. Donc la demande est assez basse parce que pour les plastiques recyclés reste assez basse parce que les gens préfèrent encore les nouveaux plastiques, les plastiques vierges. Et ceux qui font appel à une production de pétrole, peut-être ça aiderait également avec des produits, avec des hydrocarbures. Donc il ne faut pas qu'on fasse la même chose avec les minéraux clés. Il ne faut pas ou avec les batteries. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on va sur le même chemin qu'auparavant. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas juste de prendre ce qui nous intéresse et de faire une boucle.
Pierre Poya qui viennent d'être dit sur le recyclage, sur l'économie circulaire. C'est un des points très importants. Vous disiez tout à l'heure d'un mot que la France n'a pas toujours été très en avance, par exemple, sur ces initiatives. C'est vrai qu'on a tardé, par exemple, à recycler l'eau. Alors on entendait que ce n'était pas l'alpha et l'oméga de la situation et de la solution, mais on avance quand même là-dessus et c'est un des points indispensables. Oui, alors non seulement c'est pas l'alpha et l'oméga, mais au risque de vous contredire, je ne pense pas que ce soit le sujet de savoir si la France est en retard sur le recyclage. En tout cas, la France des collectivités publiques. On en parle beaucoup dans les journaux. Ça illustre une forme de retard de la France, mais à qui nous comparons-nous ? Nous nous comparons à des pays qui vont recycler jusqu'à 90-95% de leurs eaux usées. Ce sont des pays qui sont tout petits, qui n'ont pas de relief, pas de rivière, pas de biodiversité, qui de toute façon soit recyclent leur eau usée, soit l'en renvoient à la mer. Et là, c'est une perte sèche. Donc, l'eau usée qui retourne à la mer, oui, ça c'est... Après, on peut se comparer à l'Espagne qui fait 12% de recyclé quand nous on en fait 2, quoi. Oui, qui fait 12% de recyclé, mais au bord de la mer. Ça va être un petit morceau de la solution. Je vais quand même en parler, vous inquiétez pas. Pour les industries, c'est clair. Les industries doivent recycler leur eau en boucle fermée. Et là, tout le monde est en retard. Et la France en premier. Pour les collectivités, c'est-à-dire pour notre usage, ça sera une solution le jour où tous ensemble nous accepterons ce qu'on appelle le Direct Potable Reuse, c'est-à-dire de recycler l'eau directement dans le réseau d'eau potable. Aujourd'hui, technologiquement, ça ne pose aucun problème. Et je dirais même, l'eau usée, recyclée est de meilleure qualité que l'eau potable que nous consommons aujourd'hui. Mais tant qu'on ne rentrera pas dans une logique de boucle fermée, c'est-à-dire non pas de l'utiliser 2 fois, mais de l'utiliser 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et ce nombre de fois sera proportionnel à 2 choses. Quelle proportion nous recyclons, évidemment, mais aussi les fuites du réseau. Tant qu'on ne sera pas arrivé là, ce sera un tout petit morceau de la solution. Comme je vous l'ai dit, les solutions seront locales et il y a tout un bouquet. Et ce qui est vraiment universel, c'est réduisons la consommation. Réduisons la consommation pour nous, la population, mais c'est 10% de la consommation. Réduisons la consommation des industriels, là le recyclage joue à fond. Réduisons la consommation des agriculteurs, 70% de la consommation. Tant qu'on ne fera pas ça, et vous avez dit l'eau ne peut pas être rare et chère, d'une certaine façon je suis d'accord, l'eau restera peu chère, rare et pas chère, pardon. L'eau restera peu chère. Si elle devait être chère, la variable d'ajustement, ce sera notre agriculture qui vivra une attrition, et nos industries, ou en tout cas le fait qu'on ne se réindustrialisera pas. Ce sera ça la variable d'ajustement, et au pire pour la population, ce sera des subventions, c'est-à-dire ça pèsera sur les finances publiques. Donc ce bouquet de solutions, c'est d'abord réduire la consommation, ensuite stocker. Pas stocker dans des méga-bassines, stocker dans le stockage naturel que la nature nous a donné, c'est-à-dire les nappes phréatiques, là où il y en a. Ce sera le dessalement. Le dessalement, malheureusement, je suis un peu pessimiste. En France, alors du dessalement, il y en a beaucoup en Espagne, il y a du recyclage, mais il y a encore plus de dessalement. Et ils investissent 20 milliards dans le dessalement. En France, on n'a pas besoin de 20 milliards pour résoudre nos problèmes, hein, entre nous. Nous, on les cherche, les milliards. Mais là, eux, ils n'ont pas le choix. Il y en a en Italie, alors, il y en a en Cornouailles. Il faut le faire quand même. Il y en a en Cornouailles. Demain, il y en aura en Belgique. On va être les derniers. Le dessalement, aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de communications erronées par un certain nombre de partis politiques, c'est le prochain nucléaire. 15 ans de bashing avant qu'on se rende compte que c'était une bonne solution. Donc le dessalement, merci. Le stockage. Vous aviez préparé les équipes ? Ah non, je ne connais pas. Non, mes équipes, elles sont là et ils n'écoutent même pas. Je m'y perds un peu. Non, mon principal message, c'est que là où nous sommes en retard, c'est la prise de conscience que nous devons changer d'approche sur l'eau et on doit rentrer dans une logique assurantielle. Ce que le changement climatique induit, c'est une baisse de la quantité au quai de la pluie, mais ce n'est pas que ça. Parce que si c'était que ça, 15%, c'est rien, on en consomme seulement quelques pourcents de ce qui pleut. C'est aussi que c'est des pluies qui sont massives, donc des sécheresses, même en hiver, qui peuvent être longues, donc une moindre répartition au cours de l'année. C'est des pluies qui sont beaucoup plus locales, donc un territoire qui va être très sec et celui qui est à 100 km qui va être très humide. Et énormément d'imprévisibilité. On a toujours conçu notre traitement de l'eau, nos infrastructures sur la moyenne. Parce que quand on s'en éloignait beaucoup, c'était pour pas longtemps, et quand on s'en éloignait longtemps, c'était pas beaucoup. Et donc on avait designé
Et c'était bien, c'était à l'économie, ça a été intelligent ce qu'ont fait nos prédécesseurs pendant 200 ans. L'eau potable, puis l'eau usée, c'était à dimensionner sur la moyenne. On doit malheureusement maintenant rentrer dans une logique assurantielle, c'est-à-dire se préparer pour l'événement qui va se produire une fois tous les 5 ans, une fois tous les ans, peut-être pour certains d'entre eux, une fois tous les 10 ans, et plus une fois tous les 100 ans. Et ça peut donner l'impression que c'est cher, mais si on compare à la lutte contre le réchauffement climatique, le changement climatique, c'est rien du tout. En France, c'est passé de 6,5 milliards d'investissements tous les ans à 13 milliards, et d'ailleurs, ou à 11, enfin entre 11 et 13 en fonction des sources. Disons, c'est doublé, pour faire simple. Et ce doublement, c'est même pas juste pour s'adapter au changement climatique, c'est aussi pour rattraper tout le retard d'investissement. On n'a pas investi dans le recyclage, c'est pas si grave. Là où on n'a vraiment pas investi, on n'a pas investi dans le réseau, quoi. C'est dans le réseau. Aujourd'hui, en moyenne en France, c'est pas le cas de toutes les collectivités, mais c'est la moyenne, il faut 200 ans, avec les investissements actuels, pour renouveler le réseau. Nos confrères de Pont-à-Mousson font des produits excellents, mais la bonne moyenne, c'est 80 ans. Et là, on perd beaucoup plus d'eau que ce qu'on pourrait gagner en le recyclant. Et donc, on estime qu'on perd 20% environ de l'eau qui passe par les tuyaux. Oui, ça, 20%, c'est bien. Il y a 15 ans, c'était 40. Et on a encore des endroits en France où c'est 50, 60, des endroits dans le monde où c'est pire. 20%, c'est bien. Il y a des endroits où c'est 10, là d'où je viens, à Carcassonne, pour les Carcassonnais. 10%. Et on peut peut-être arriver à 5. Au-delà, ça va peut-être être trop. Je suis trop long, non? Parce qu'on va essayer de passer la parole à tout le monde, mais vous êtes passionnant, donc c'est ça le plus important en tout cas. Ah bah voilà. Mais vous avez vos fans. François Clément Grandcourt, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, et ça rejoint beaucoup ce que dit également Tisa, il faut travailler avec les ONG, avec les scientifiques, il faut essayer d'établir une sorte de constat pour essayer d'avancer sur ces questions. Et vous aussi, par exemple, autour du recyclage, vous me disiez, ce qui est capital, c'est qu'aujourd'hui, et même pour un briquet, on doit dès le démarrage se dire, on le produit pour que tout soit recyclable, tout puisse être réutilisé derrière. Oui, en effet. L'une des problématiques, c'est qu'en fait, personne aujourd'hui n'a la carte du monde de demain. Mais ce qui est intéressant d'un autre côté, c'est que les industriels en ont une partie, les ONG en ont une autre partie, les scientifiques également en ont une autre partie. Il serait quand même dommage de ne pas partager les différents bouts de carte, parce que ça nous donne une vision qui est quand même beaucoup plus large. Et donc nous travaillons depuis plusieurs années. On a rencontré 150 ONG, experts d'ONG dans les 2 dernières années, pour justement pouvoir partager nos cartes. Ça veut dire quoi concrètement? Les faire venir en usine pour qu'ils comprennent les contraintes, et puis nous pouvoir travailler avec eux et avec les scientifiques pour comprendre véritablement quelles sont les problématiques que l'on a à gérer. Donc ça, c'est un élément qui est absolument clé, qui nous a aidé énormément. Ensuite, sur la partie recyclage, oui, en effet, ce qu'il ressort, comme je disais pour la première, la rareté de la ressource en tant que telle, il y a tout un impensé entre le moment où on a extrait la matière et le moment où elle arrive en usine. Et bien là, il y a exactement le même impensé entre quand on jette son produit et quand, supposément, on le recycle. Et d'ailleurs, on a fait des erreurs. Au début, on a récupéré des briquets, nos briquets, on les broyait pour récupérer la matière. Mais la pureté de la matière n'était pas suffisante pour pouvoir refaire des briquets. On a perdu 1 an et demi à faire ça. C'était il y a une petite dizaine d'années. Et donc, on est arrivé à une autre approche qui est de dire nous devons démonter nos briquets exactement comme nous les assemblons, nous devons les désassembler. Et donc on a pu faire la démonstration qu'il était possible de récupérer de la matière absolument propre et qui nous permettait de faire de la réutilisation de temps en temps directe. On nettoie juste la pièce, on la remet en production, et d'autres pour le coup qu'on peut juste réutiliser pour la même chose mais en la retravaillant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore fait la même erreur dans l'étape d'après. On s'est dit on sait recycler le briquet, donc c'est facile, maintenant on va collecter. Et donc on a été voir les grands collecteurs. Et on s'est aperçu que les briquets qu'on récupérait des grands collecteurs étaient abîmés parce que le liquide des poubelles est extrêmement corrosif et abîme la matière. Et qu'on est donc obligé d'avoir des boucles privées fermées. Donc en fait, que le consommateur aille mettre son briquet dans un tabac ou dans un magasin, dans une boîte, qu'on vienne récupérer la boîte, qu'on la ramène à l'usine. Et c'est le seul moyen de récupérer de la matière qui soit véritablement réutilisable. Donc en fait, quand on parle de ce sujet-là, il y a un ensemble d'idées générales, mais qui sont souvent des impensés, et justement pour pouvoir avoir une
compréhension de ce que sont ces impensés, de pouvoir agir. On a besoin de travailler ensemble et on a des programmes depuis 7 ans extrêmement lourds avec des scientifiques externes qui n'avaient pas le savoir-faire. Mais est-ce que ça vous oblige à repenser aussi vos modes de production? Je voyais récemment le patron de Valeo qui m'a dit c'est le grand retour de la vis, parce que quand on colle ou on soude, derrière on ne peut pas tout démonter facilement, alors qu'une vis, on dévisse, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que, alors j'imagine qu'on ne va pas s'amuser à visser des briquets, mais est-ce que ça oblige à repenser le mode de production? Alors, il y en a qui vissent. Et c'est toute la différence entre les briquets avec 35 pièces et les briquets avec 19. On peut se dire c'est qu'un nombre, c'est pas très compliqué. En fait, la réalité est très différente. À 19 pièces, il est possible de désassembler un briquet. À 35, il est impossible parce que les matières vont être soudées ensemble, et notamment les plastiques. Et donc, il y a un monde entre les deux. Et donc, la réponse est oui. Le fait d'avoir des produits qui sont conçus dès le départ pour être désassemblés, le briquet BIC, créé en 71, était éco-conçu avant la notion d'éco-conception. Les nouveaux produits qu'on fait aujourd'hui vont encore plus loin et peuvent avoir des impacts qui sont réduits de 90% par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Mais par rapport à ce que disait Tisa, ils vont rester en plastique quand même, une bonne partie en plastique. On reste en plastique parce qu'en fait le problème du plastique c'est quand il est mal géré, première chose, et quand la résine plastique n'est pas la bonne. Nos recherches par exemple ont démontré que le plastique que nous utilisons se dégrade à 97% en CO2 et en eau. Donc on ne parle pas de plastiques qui font des microplastiques, qui font des nanoplastiques, qui font etc., etc. Non, on parle de plastique qui se dégrade aux UV. Et ça, c'est la recherche scientifique qui nous permet de savoir quelles sont les bonnes solutions. Tu as vu, Madibert, qu'on a vu tout à l'heure, l'innovation extrêmement intéressante sur laquelle vous travaillez. Vous l'avez dit d'un mot, vous avez annoncé un très grand projet d'usine en France, à côté de Toulouse, ouverture prévue en 2027. Je me dois quand même une petite question d'actualité. Si on ne fait pas le bon choix dimanche, est-ce que vous changez d'avis ? Est-ce que vous allez installer votre usine autre part? C'est une très bonne question. Moi, je voudrais parler un peu de l'alliance, des alliances dont nous avons déjà parlé. Si vous regardez l'industrie de la pile, de la batterie, il n'y a aucun moyen aujourd'hui de créer une compagnie de batterie estonienne. Il y a 4 millions de personnes, mais on ne peut pas créer une batterie allemande. Et vous ne pouvez même pas créer une batterie française parce qu'il faut ce type de coopération pour le faire. C'est pour ça que les États-Unis investissent massivement en Allemagne et en France. Là-dessus, ce qu'il faut également étudier, c'est pourquoi la France. Je vais répondre à votre question également. Mais si on regarde du côté université, on travaille avec l'Université de Toulouse depuis cette année. Deuxièmement, nous travaillons avec Airbus et avec d'autres sociétés dans la région. Et Skeleton fait partie de l'écosystème de l'industrie nucléaire. Donc, ce que Skeleton signifie, c'est qu'on veut travailler sur tous les systèmes énergétiques. Pourquoi la France nous intéresse dans notre stratégie industrielle? Parce qu'ils construisent vraiment une industrie. Et pour ce qui est de l'élection, votre question sur l'élection, de notre côté, nous, on ne voit pas de changement. Parce que si on parle de politique industrielle, que vous soyez convaincu dans les changements climatiques ou que vous soyez sceptique là-dessus, les investissements industriels portent sur les emplois, sur la croissance économique, sur le fait de renforcer l'Europe. Donc nous allons poursuivre avec notre projet d'investissement en France. On voit que le gouvernement actuel, avec le président Macron et le Premier ministre Attal, a été très favorable à l'arrivée de nouveaux investissements dans le pays. Mais nous allons poursuivre notre projet parce que la demande des consommateurs est là, les partenaires sont là et ce type de solutions sont nécessaires. Mais le dernier point que je voudrais faire, que je voudrais vraiment souligner, c'est que maintenant on va commencer à réfléchir à nos investissements en France et en Allemagne, en Estonie. On a vraiment besoin de réfléchir aux États-Unis, à la Chine. Ils sont tellement plus gros que nous. On ne peut pas juste avoir des politiques propres à chaque pays. Et
pourquoi nous avons des investisseurs japonais. On a fait venir des investisseurs japonais. Il faut regarder des régions qui ont aussi une rareté de ressources comme le Japon et qui peuvent être nos alliés naturels en Europe. Donc il faut vraiment lever notre niveau d'ambition parce que nos concurrents en France ne sont pas la Pologne ou l'Allemagne. Nos concurrents en France, ils sont en Chine, ils sont aux États-Unis. Et c'est seulement en collaborant ensemble que nous pourrons les tenir à distance. Nous avons commencé notre production en 2027, proche de Toulouse. Déjà depuis 2 minutes qu'on a dépassé le temps, mais on va quand même réserver la tradition et conserver la tradition pour une rapide conclusion. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a bien compris que sur ces questions-là, on a besoin d'Europe. Ça reste une grande réalité. On a besoin d'économie. On ne va pas jeter l'économie avec l'eau du bain. Et puis, on a aussi besoin finalement d'avoir des capacités technologiques, de l'innovation pour apprendre à produire différemment, de manière plus économe en matière. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Ludovic Subran. Merci Tisa Mafira. Merci Pierre Poliac. Merci François Clément Grandcourt. Et merci Tahavi Madiberg. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you.